messieurs, bienvenue dans l'Actu Plus. Une fois de plus, François Ranger qui est avec vous, avec Lydia. Bonjour, Lydia. Bonjour, François. Tu nous mentionnais que tu ne serais pas là cette semaine. Ben oui, j'avais dit ça pour la semaine passée, mais Christian est en tournage ce matin du côté de Sainte-Terre, fait qu'on a dit, je vais patcher le trou, puis je vais être là. Donc, je suis là. Excellent. Commençons tout de suite. On va parler de château de neige avec la petite neige mouillée qui est tombée. On dirait que le sujet est super intéressant. La semaine passée, il y avait un bilan du défi château de neige qui se faisait. Oui, effectivement. En fait, c'est un concours qui se passe un peu partout dans la province québécoise. Et on est quand même dans le top 5 de ceux qui ont fait le plus de châteaux de neige cette année. Donc, c'est vraiment une grande fierté. 161 familles, écoles et CPE qui ont participé en Abitibi-Témiscamingue entre le 10 janvier et le 14 mars. Et les gens pouvaient avoir des prix 2000 $, pas une personne qui a 2000, mais en prix régionaux au total. Il y avait aussi des prix de la CEPAC, entre autres, comme un accès au parc des Gabelles, au Mont-Vidéo. Il y a aussi la coop de l'arrière-pays. On en a parlé un petit peu, on ne savait pas exactement c'était quoi. On fera des recherches. Et aussi, en plus des prix provinciaux. Ça a commencé en 2014, ce concours-là, et depuis, ça continue d'encourager l'activité physique extérieure, même en hiver, et les saines habitudes de vie. D'ailleurs, parlant de concours, j'ai le goût de gâter nos auditeurs. Là, la neige est collante, c'est le temps de faire des bonhommes de neige. Alors, je vous invite à la maison à nous envoyer vos photos de bonhommes de neige. On fera tirer 1, 2, 3 trucs médiatés. On va vous gâter. Donc, vous nous envoyez ça via notre page Facebook ou encore aux nouvelles avec un S @médiaté.ca. On fera le tirage la semaine prochaine pour faire tirer 3 trucs. Tiens, voilà. Ah, parfait. Hein? On est généreux, l'hiver achève. On veut voir vos bonhommes de neige parce que quand je suis sorti hier, j'ai dit « Ah, ça c'est de la neige à bonhomme. » Et si on passe sur un tout autre sujet, à Rouyn-Noranda, le collectif Territoire qui s'occupe de restaurer le lac Ossisco a reçu quand même 380 000 $ du gouvernement. Donc, j'ai fait une entrevue avec Geneviève Aubry, la directrice de l'organisation. On peut regarder un extrait. Donc, Madame Aubry, vous êtes la directrice du collectif Territoire. Oui. Et on a appris récemment que le gouvernement allait vous octroyer un montant de 380 000 $ pour la restauration du lac Ossisco. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Bien, en fait, ce financement-là provient de 3 ministères différents. Il y a le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement. Et ce sont des financements, en fait, pour nous permettre d'avancer dans le projet de réhabilitation et de mise en valeur du lac Ossisco. Donc, à la fois au niveau environnemental, pour travailler la concertation des acteurs pour trouver des solutions adaptées aux différentes problématiques environnementales du lac Ossisco, aussi pour développer des nouvelles expériences qui vont mettre en valeur là, le patrimoine naturel, culturel du lac Ossisco là, pour la population et pour les visiteurs, puis aussi pour poursuivre là, toutes les actions de mobilisation, de créativité, des activités communautaires là, qui sont associées au projet de réhabilitation du lac Ossisco. Pourquoi il y a des activités un peu plus artistiques, culturelles liées à ce projet-là? Bien, nous, on croit beaucoup, premièrement, au pouvoir de l'intersectorialité, c'est-à-dire de faire travailler ensemble là, les gens du milieu des arts et de la culture, le milieu scientifique, le milieu industriel. On pense vraiment au collectif Territoire que devant l'ampleur des défis environnementaux et sociaux qu'il y a devant nous, bien, c'est important d'être capable de briser les silos et de travailler ensemble, de mettre nos forces en commun pour travailler ensemble. Fait que ça, c'est la première des choses. Puis, au niveau environnemental, bien, si on est capable de développer une approche artistique, une approche sensible aussi qui nous fait développer davantage encore de liens finalement à la nature, bien, ça va nous donner envie de la préserver davantage. Et pourquoi avoir choisi le lac Ossisco comme premier projet pour le collectif Territoire? Bien, en fait, ça s'est un petit peu imposé en soi, le lac Ossisco, parce que c'est un lac qui est situé en plein centre, en plein cœur de la ville de Rouyn-Noranda. C'est un lac qui est déjà très aimé par la population. Tout le monde a une histoire avec le lac Ossisco. Tout le monde a un petit quelque chose à dire à propos de ce lac-là. Puis en même temps, c'est un lac qui a été très impacté au fil des années par la présence humaine, l'urbanisation, l'activité industrielle. Donc tout ça, ça a contribué à faire en sorte
sorte que ce lac-là est en moins bonne santé qu'il pourrait l'être. Alors, c'était un défi qui était à la hauteur de ce qu'on voulait pour justement apprendre à travailler ensemble en intersectorialité. Parce que le but, c'est vraiment ça, c'est de travailler ensemble. Et de quelle façon vous travaillez ensemble sur le projet? Bien, vraiment de plein de façons. En fait, le projet Lacosisco, dans les faits, c'est plein de projets. Donc, il y a différents projets à travers ça. Je peux vous donner un exemple. Il y a un groupe de travail en environnement qui est formé à la fois de gens qui viennent du milieu universitaire, du cégep, de centres de recherche, des gens aussi qui sont associés à des entreprises industrielles, des entreprises de consultants en environnement, des organismes environnementaux. Donc, il y a vraiment des gens qui viennent de différents domaines qui travaillent ensemble à imaginer quelles pourraient être les meilleures solutions là, pour le Lacosisco. Il y a aussi des projets qui sont faits en collaboration avec à la fois des organismes culturels, de loisirs, des artistes, tout ça, qui travaillent ensemble pour développer des expériences. Donc, c'est vraiment en mettant des projets puis des gens ensemble avec un objectif qui n'est pas le grand projet au grand complet parce que là, ça serait difficile. Fait qu'il faut morceler en plus petits projets, puis là, monter des équipes sur mesure qui, elles, combinent différents profils, différentes expériences, différents talents. J'ai vu sur votre page YouTube que vous aviez tenté quelque chose l'été passé, c'est de mettre des espèces d'îles flottantes avec des plantes dessus dans le lac. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet-là? Oui, en fait, les îlots flottants végétalisés, c'est une technologie qui est utilisée plus dans le sud du Québec puis dans des pays en Europe. L'idée, c'est sur une surface flottante, de planter différentes plantes qui ont des propriétés intéressantes au niveau notamment de la filtration de contaminants, tout ça, qui sont plantées. Puis là, leur système racinaire va être dans l'eau et va faire son travail de filtration. Donc, le projet qu'on a mis en place, c'est un projet pilote, non pas parce qu'on pense dépolluer le lac là, avec ça, parce que c'est sûr, ça en prendrait beaucoup plus, mais c'était pour finalement tester la viabilité de ce genre de solution-là. Alors, on a installé les îlots flottants à la fin de l'été l'an dernier. Un petit peu plus tard que ce qu'on aurait voulu, là, ça leur a été mis encore plus au début de l'été. Puis là, avec le gel, les plantes sont tombées en dormance. Puis là, avec le printemps qui arrive, le dégel qui arrive, les plantes vont se réveiller. Et là, c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'elles vont avoir survécu à l'hiver et se remettre à fonctionner finalement, ce qui nous démontrerait qu'elles sont capables de survivre là, à un cycle complet des saisons. Et là, ça nous démontrerait que cette solution-là peut être viable à long terme. Donc, on va en savoir un petit peu plus dans les prochains mois à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui permettraient de dépolluer le lac dont vous pouvez nous parler? Bien là, dans le fond, à cette étape-ci, on a quand même beaucoup d'idées de c'est quoi les différentes problématiques. C'est comme un mélange de solutions. C'est sûr que ce qui va être important de développer, c'est des solutions pour traiter finalement qu'est-ce qui continue à rentrer dans le lac, les eaux de ruissellement, les eaux pluviales, des choses comme ça qui peuvent arriver. Puis aussi, bien c'est ça, c'est finalement de continuer à connaître l'ensemble des problématiques pour développer des solutions adaptées. Mais ces solutions-là, la plupart existent déjà. C'est pour ça qu'on a un groupe de travail en environnement puis des partenaires dans le milieu scientifique, dans le milieu industriel, parce que, tu sais, de notre côté, puis c'est pour ça que je ne veux pas m'étendre sur les solutions, c'est parce que moi-même, je ne suis pas une scientifique. Nous, le collectif Territoire, ce qu'on fait, c'est de mettre les gens ensemble, les expertises ensemble, puis après ça, c'est surtout de mettre en œuvre les recommandations qui auront été faites et validées largement. Donc, à cette étape-ci du projet, on est encore beaucoup à l'étape de comprendre toutes les problématiques parce que ce sont des écosystèmes, ce sont des choses qui sont toutes liées les unes aux autres. Donc, on ne voudrait pas qu'en mettant en place une solution, bien, on cause un autre problème, par exemple. Fait que c'est vraiment important d'avoir une bonne compréhension. Alors, c'est pour ça qu'on s'entoure de gens. Puis pour l'instant, on est plus à l'étape justement de projets pilotes ou d'essais de laboratoire qui vont nous permettre de tester le potentiel de certaines solutions, mais sans encore les mettre dans le lac, justement pour ne pas créer d'impact là, indésirable.
J'ai vu dans un article de journal que un représentant du collectif Territoire disait que bientôt, vous alliez pouvoir passer à la phase 2. C'est quoi la phase 1, 2, 3? En fait, le projet La Cosco, on l'avait divisé en 3 grandes phases. Il y avait une phase qu'on a terminée, qui était la phase 1, qui était une phase de mobilisation essentiellement. Tu sais, l'idée, c'était de parler du projet, de mobiliser la communauté, aussi les gouvernements autour du projet, de démontrer la pertinence de ce projet-là. Ça s'est étalé, cette phase-là, là, de 2018 à 2021. Là, on est au début de la phase 2 du projet, qui est justement une phase où est-ce qu'on est plus dans la concrétisation. Quelles seront les solutions, quels sont les problèmes, quelles seront les solutions à mettre en place, de quelle façon aussi on met en valeur le lac, quelles expériences on peut développer autour du lac, tout ça. Fait que ça, c'est une autre phase. Puis finalement, la dernière phase du projet, c'est une phase de déploiement de ces solutions-là, d'évaluation, puis aussi, on ne se le cachera pas, un écosystème qui a été endommagé pendant quelques décennies, ça ne va pas prendre juste 4 ans pour le réhabiliter. Donc, quand on parle de l'échéance 2026, là, pour le 100e anniversaire de la ville de Rouyn-Noranda, c'est sûr qu'on a en tête l'idée que les actions de mise en valeur soient très avancées, puis que les solutions pour la réhabilitation aient été trouvées. Ceci étant dit, les impacts de cette solution-là et la régénération du lac, ça va prendre plus de temps que ça, là. Donc, l'objectif, c'est vraiment que pour le 100e de la ville de Rouyn-Noranda, la plupart des solutions soient déjà mises en place. Oui, c'est ce qu'on espère, effectivement. Parfait. Mais elles n'auront pas forcément encore eu tout leur effet bénéfique, mais on espère avoir quand même pas mal installé là, la plupart des solutions. Oui. OK, donc c'est vraiment un travail sur le long terme, là. Quand on parle d'environnement puis d'écosystème, c'est sûr que c'est un travail sur le long terme, puis il faut vraiment aussi penser à toute la dimension d'éducation à l'environnement, de sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on veut parler d'un écosystème qui est endommagé, c'est des solutions multiniveaux. Donc oui, il y a des solutions qui sont plus liées au lac en tant que tel, à des choses qu'on peut faire sur le terrain. Mais après ça, il faut penser à l'intégrité des berges, il faut penser à tout le bassin versant, au comportement des citoyens, aux pratiques en termes d'urbanisme. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors ça, ce n'est pas des choses qu'on est capable de régler du jour au lendemain. C'est des choses qui passent par la transformation de nos comportements, la transformation de nos pratiques, des prises de conscience au niveau environnemental de comment est-ce qu'on traite nos cours d'eau au Québec et ailleurs. Donc, c'est ça, c'est vraiment, on vise quand même aussi à avoir une certaine portée là, transformationnelle à travers ce projet-là. Donc, c'est sûr qu'il faut se donner le temps aussi. Ouais. Est-ce que le projet prévoit de la sensibilisation auprès des citoyens? Oui, tout à fait. En fait, c'est déjà commencé. Notre principal public, on veut éventuellement toucher tout le monde, mais c'est sûr qu'on mise tout particulièrement le public des jeunes parce que c'est pour eux qu'on fait ce projet-là pour les prochaines générations. Premièrement, pour donner de l'espoir, montrer que oui, ça se peut des adultes qui se mettent ensemble pour travailler pour l'environnement, pour le bien, pour les écosystèmes, puis aussi pour sensibiliser justement, puis faire mieux connaître, parce qu'on connaît très peu comment ça fonctionne un lac, un bassin versant, ces choses-là. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément tant que ça dans la vie. En tout cas, moi, je n'avais pas tant de connaissances que ça à ce niveau-là. Donc, on veut vraiment faire mieux comprendre aux gens comment ça fonctionne puis comment est-ce que nos comportements peuvent avoir un impact sur les lacs, mais pas seulement nos comportements individuels, justement aussi plus largement nos choix de société. Donc, c'est tout un volet qui est très important pour nous, l'éducation puis la sensibilisation, puis d'impliquer les jeunes dans le projet. Donc, on travaille beaucoup avec les écoles du primaire à l'université à différents niveaux, avec des projets scolaires, des ateliers, des projets de session au cégep, à l'université, tout ça. C'est intéressant. En terminant, j'aimerais ça revenir sur le fait qu'on peut faire des choses pour la pollution qui s'en vient, mais pour celle qui est déjà faite, il n'y a rien qu'on peut faire. Il faut attendre que ça s'en aille.
Non, il y a des choses qui peuvent être faites. C'est juste que il faut, si on parle, par exemple, j'ai l'impression que vous faites référence là, aux sédiments là, qui sont contaminés dans le fond du lac. Il y a des choses qui peuvent être faites. C'est seulement qu'il faut vraiment bien réfléchir les solutions parce qu'il ne faudrait pas non plus remettre en suspension dans ce qu'on appelle la colonne d'eau, là, dans l'eau, ce qui actuellement est relativement stable dans le fond. Donc, c'est là-dessus qu'il y a de la connaissance à développer. Il faut vraiment bien penser les techniques pour être sûr qu'en éliminant un problème, on n'en cause pas un autre. Donc, il y a tout un aspect qu'il faut penser ça de manière globale, écologique pour avant d'avancer plus puis de possiblement causer des problèmes, là. Donc, c'est pour ça qu'on aime mieux pas aller trop vite, mais une fois être en action, être sûr que c'est avalisé à la fois par les scientifiques, par les groupes environnementaux, puis qu'on est vraiment à l'aise avec ce qu'on va faire, puis qu'on est en confiance que ça va réellement amener du bon. Et d'ailleurs, avec la phase 2, si je ne me trompe pas, qui est plus une phase de recherche, on va pouvoir trouver c'est quoi ces solutions-là, n'est-ce pas? Bien, c'est ce qu'on vise. Comme là, on travaille beaucoup déjà avec des chercheurs, entre autres à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, avec le Centre technologique des résidus industriels du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, d'autres universités aussi. Donc, il y a beaucoup de projets de recherche qui sont en cours parce que, tu sais, vous savez, c'est une grande responsabilité d'intervenir dans un écosystème. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il faut vraiment être conscient de notre responsabilité à cet égard-là, puis de concevoir tout l'équilibre fragile parce que dans le fond, puis de se souvenir, c'est quoi vraiment les raisons pour lesquelles on fait ça? Parce qu'un lac, à la base, existe en lui-même. Tu sais, on ne veut pas seulement ça pour l'usage des humains, là. Les poissons l'utilisent, les oiseaux l'utilisent, puis c'est tout un équilibre. Donc, il y a vraiment une recherche à faire. Tu sais, je vous donne un exemple. Il y a des grèbes-joues-gris, qui est une espèce emblématique du lac Ossisco, un oiseau nicheur qui se retrouve au lac Ossisco. On ne voudrait pas, par exemple, faire des interventions qui fassent en sorte de déséquilibrer l'habitat du grèbe-joues-gris, par exemple. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour comprendre tout ça. Merci beaucoup, Mme Aubry, d'avoir été là aujourd'hui. Je vous remercie à vous. Et ça, justement, bon, ce que le collectif Territoire a reçu, ça s'inscrivait dans une tournée d'annonces. On y reviendra un peu plus tard dans l'Actu Plus, mais la tournée qui a commencé dimanche, donc des annonces ministérielles un dimanche, c'est assez rare que ça arrive. Il y avait une tournée régionale qui se faisait, donc Effectivement. Quelques annonces qui ont été faites en région. Dans un autre ordre d'idée, ça a brassé en Abitibi-Témiscamingue en fin de semaine. Du côté d'Amos, la Sûreté du Québec cherche à identifier des suspects en lien avec une tentative de meurtre survenue en fin de soirée le 19 mars dernier en face du 51 rue Boutin, dans le secteur d'Amos. Les suspects s'en sont pris à un homme de 24 ans, lui infligeant plusieurs blessures graves à l'arme blanche. On ne craint pas pour la vie de la victime. Cependant, celle-ci n'a pas voulu donner sa version des faits aux enquêteurs de la Sûreté du Québec. Les policiers sont cependant en mesure de relier le tout au trafic de stupéfiants dans le secteur. Les policiers ne possèdent pas de description supplémentaire des suspects. Cependant, on sait que ceux-ci pourraient se déplacer dans une voiture de luxe. Toute information pouvant mener à retracer ces individus ou à avoir plus d'informations sur ceux-ci peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-42-64. Sinon, si on passe au prochain sujet, on parlait d'annonce tantôt. Il y en a eu lundi aussi, Meglab qui a reçu une subvention de 350 000 $ d'Investissement Québec. C'est pour un projet de borne électrique. Oui, c'est ça. En fait, Meglab a développé Megacharge MC, qui est une borne électrique qui permet de recharger plusieurs véhicules en même temps. Et ça se branche sur différents types de recharge d'ailleurs. Et ça va être surtout pour l'industrie minière. Mais on ne sait pas, peut-être qu'ils vont élargir le projet. Mais dans tous les cas, c'est vraiment pour les mines en ce moment et le gouvernement investit pour électrifier un petit peu plus le secteur des mines. Il faut le dire, Meglab, quand on parle de technologie, quand on parle de domaine minier, vraiment, là, ce sont l'un des chefs de file dans l'industrie pour aller créer ces solutions-là pour le domaine minier, pour que ça fonctionne mieux, que ça aille plus vite, qu'on soit plus efficient, efficace aussi. Sinon, il y a 3 projets de lutte contre la violence en contexte autochtone en Abitibi-Témiscamingue aussi.
Oui, c'est ça. Il y a des montants qui ont été octroyés. Il y en a un au Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, 390 000 sur 2 ans. Au Centre résidentiel communautaire de l'Abitibi-Témiscamingue du nord du Québec, 80 000 sur 4 ans. Et il y a aussi le Centre d'amitié autochtone de Sainte-Terre, 175 000 sur 4 ans. Malheureusement, on n'a pas pu faire d'entrevue avec le dernier, mais on a quand même une entrevue vidéo avec Édith Cloutier pour le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et une autre avec le Centre résidentiel communautaire. Donc, on peut regarder pour commencer le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Bonjour, Madame Cloutier. Bonjour. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du projet Wabigoni. Pouvez-vous nous dire exactement en quoi ça consiste? Bien, c'est un projet qui va être soutenu par le Secrétariat de la condition féminine du Québec, qui va nous permettre de mettre en place vraiment un programme pour mieux protéger les femmes autochtones contre toute forme de violence, et ce, dans une approche qui est culturellement pertinente, sécurisante pour ces femmes, pour leurs enfants, pour la famille. Comment ça va être, comment vous allez mettre en place la sécurisation culturelle dans ce contexte-là? Bien, le centre est déjà un milieu, un environnement qui a en place des processus de sécurisation culturelle, étant un organisme autochtone. Donc, le centre ancré dans la communauté depuis maintenant près de 50 ans. Donc, on a développé plusieurs services qui rejoignent vraiment les besoins de notre communauté autochtone ici à Val-d'Or. Je pense notamment à une clinique qu'on a en santé autochtone, on a des programmes pour la petite enfance, on a des services d'employabilité, on a des services à la famille. Et dans ce cas-ci, c'est qu'on va pouvoir venir vraiment intensifier l'offre de services auprès spécifiquement de femmes qui sont peut-être dans des conditions de fragilité et qui sont dans des contextes de violence familiale ou conjugale. Et dans le fond, ça va être la création de groupes que vous me disiez un peu avant que ça coupe, là? Oui, en fait, le centre d'amitié repose vraiment, son approche repose sur l'approche du collectif. Donc, de créer vraiment des espaces communautaires à travers des activités communautaires et sociales qui réunissent les gens entre eux. Dans le monde autochtone, c'est vraiment à travers les liens qu'on tisse entre nous, à travers je dirais à travers des activités qui permettent, dans ce cas-ci, à des femmes de créer des liens, de nouer des liens avec d'autres femmes, mais aussi de tisser des liens de confiance avec des intervenants qui interagissent dans ces groupes-là au centre d'amitié. Comme par exemple, on peut organiser des soirées d'artisanat où les femmes peuvent venir confectionner des mocassins, peuvent venir confectionner différents produits, différents objets à travers lesquels elles rencontrent d'autres femmes avec qui elles peuvent échanger. Et là, ils se tissent des liens. Alors, pour nous, c'est une approche qui est gagnante à travers l'approche générale là, de déploiement des services du Centre d'amitié autochtone. Et donc, ce financement-là va venir nous permettre de vraiment ancrer, je dirais, une composante très spécifique qui va rejoindre ces femmes-là, qui parfois sont difficiles à rejoindre et à mobiliser, mais grâce à une série d'activités, grâce à l'interaction qu'on va pouvoir mettre de l'avant avec des stratégies très spécifiques de lutte à la violence faite aux femmes autochtones et aux filles, aux jeunes filles autochtones également. Alors, on est heureux de pouvoir compter sur ce financement-là. L'argent, est-ce qu'il va permettre de payer les intervenants, de louer un local? À quoi il va servir exactement? Oui, bien, en fait, le financement, c'est beaucoup pour avoir une capacité de mobiliser. La capacité de mobiliser passe par des ressources humaines. Donc, il y a des intervenants, mais il y a aussi des organisateurs communautaires, mais il y a aussi de se donner la capacité physique de tenir des activités, d'acheter du matériel, mais aussi de vraiment avoir
ce qui compte beaucoup chez les femmes quand on les mobilise, c'est d'avoir du transport pour aller aux activités, d'avoir des services de garde pour les enfants si les activités sont spécifiquement aux femmes, d'avoir aussi des composantes pour que quand les enfants participent, qu'on ait aussi des aspects qui rejoignent ces enfants-là aussi. Donc, c'est vraiment un financement qui va venir soutenir là, le développement d'un plan communautaire et social de façon spécifique qui protège les femmes autochtones et qui cible la question de la violence. Est-ce que la violence, est-ce que ça cible surtout la violence conjugale, sexuelle, au niveau de la famille? C'est les trois domaines dans lesquels l'argent va être offert, si j'ai bien compris? En milieu autochtone, il faut comprendre qu'on est vraiment dans une approche qui est familiale. Parce que l'impact, elle est, comme je le mentionnais un peu plus tôt, c'est le concept de la famille est un concept de famille élargie. Donc, on n'a pas juste le noyau familial qui est le couple et les enfants, mais il y a une grande interaction au niveau de la famille élargie avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Alors, nous, on aborde en milieu autochtone, quand on parle d'une approche culturellement pertinente, holistique, globale, c'est que oui, on travaille avec la femme qui peut être victime, mais aussi à travers les impacts que la famille vit. Il y a même des programmes qu'on peut cibler les hommes à travers cette approche-là, parce que les hommes ne sont pas laissés pour compte dans toute la panoplie de services que le centre offre, en ayant une composante culturelle très forte, notamment pour les hommes, c'est d'organiser des activités qui les amènent sur le territoire, qui les amènent en forêt, qui peut les amener à pratiquer des activités culturelles. Donc, c'est d'offrir aussi aux hommes cette opportunité-là de retrouver un équilibre. Donc, si je comprends bien, il va y avoir des services pour les femmes, mais aussi pour les hommes? Bien, le centre a déjà une panoplie de services. Ce que ce programme-là va faire, c'est qu'il vient nous donner un levier supplémentaire pour mettre vraiment des emphases particulières sur des activités qui vont permettre d'ouvrir la discussion sur ces enjeux de violence, mais aussi de créer ces filets de sécurité pour les femmes, mais aussi de travailler, oui, avec les hommes, ce qu'on fait déjà, mais à travers ce projet-là, on va être capable de vraiment mettre une emphase sur certaines activités plus spécifiques, comme exemple, comme je disais, des activités en forêt, des activités culturelles, des activités traditionnelles. Vous me parlez de filet de sécurité. J'entends souvent cette expression-là lorsqu'on parle de violence. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi? Bien, des filets de sécurité, c'est pour des personnes qui vivent dans des conditions qui peuvent être fragilisantes ou vulnérables. Et de créer des filets de sécurité, c'est d'avoir des références, d'avoir tisser des liens avec des gens pour avoir suffisamment confiance que quand ça va bien, ces liens-là sont solides, mais que quand ça va mal ou on vit une crise, on a ce réseau-là, cette capacité-là d'aller soit vers des organismes, vers des gens, vers des intervenants, mais vers des personnes de confiance. Et dans notre cas, ça peut être des aînés, ça peut être des porteurs de savoir, ça peut être aussi des intervenants. Donc, un filet de sécurité, c'est composé d'éléments qui précèdent le besoin quand une crise arrive. Donc, c'est d'offrir cette capacité-là de renforcer des liens de confiance, des liens qui favorisent la sécurité, dans ce cas-ci, chez les femmes qui peuvent être dans des conditions de fragilité, de vulnérabilité et de violence. Parce qu'ultimement, lorsque quelque chose ne va pas bien, par exemple, ça ne va pas avec ton mari, par exemple. J'imagine que le fait d'avoir des gens vers qui se tourner, ça peut être vraiment aidant. Bien, ça peut même sauver des vies. Ça va jusque-là. C'est aussi dans l'approche du Centre d'amitié autochtone, quand on intervient ou une personne se tourne vers nous pour être soutenue et appuyée, c'est qu'on n'intervient pas juste auprès de la personne qui vit une situation ou une crise, ou dans ce cas-ci, une femme qui peut être fragilisée dans une relation toxique, mais c'est qu'on interagit aussi avec
les enfants de cette femme-là. On peut interagir auprès du conjoint de cette femme-là et on peut interagir sur différents plans, qui est le besoin de sécurité, oui, le besoin émotionnel, mais aussi de travailler plus largement à la stabilité résidentielle, à travailler à retrouver la confiance en soi, mais ça peut aller jusqu'à un accompagnement parce qu'on a des programmes d'insertion au marché du travail également. Donc, c'est vraiment cette approche globale et holistique où on peut même donner accès à un médecin parce qu'on a une clinique en santé autochtone dans le centre d'amitié autochtone. Fait qu'il y a vraiment, c'est vraiment des portes d'entrée, mais notre approche, c'est vraiment d'intégrer ça dans une visée, dans une vision très large d'une offre de services communautaire, autochtone, ancrée dans une approche qui est celle de la santé globale et du bien-être de notre communauté. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait plus de violence dans les milieux autochtones, si je ne me trompe pas, là? Non, parce qu'il y a effectivement les données statistiques, quand on les regarde, là, elles parlent d'elles-mêmes. Là, on voit que les femmes autochtones sont quand même plus fragilisées. Il y a un rapport au complet qui a été fait par la Commission des femmes, filles assassinées, disparues. En fait, il faut vraiment comprendre l'histoire des peuples autochtones au Canada, au Québec, comprendre l'impact des pensionnats indiens dans la vie des femmes d'aujourd'hui, l'impact intergénérationnel de ces traumas qui viennent avec des politiques gouvernementales qui avaient un but très ultime, qui était l'effacement des peuples autochtones. Et on ne peut pas dire que c'est de la vieille histoire, parce que cette vieille histoire-là ont encore des répercussions aujourd'hui de façon intergénérationnelle. On n'a qu'à regarder l'impact que la découverte de restes d'enfants autochtones sur des anciens sites de pensionnats indiens. C'est pas de la si vieille histoire que ça, puisqu'on déterre vraiment une histoire de souffrance, de douleur, une histoire d'effacement, une histoire de génocide culturel. On parle donc de tous ces impacts-là qui se traduisent dans des réalités sociales aujourd'hui, surreprésentation des Autochtones dans le milieu carcéral, surreprésentation d'Autochtones dans la population itinérante, et oui, une surreprésentation de femmes autochtones victimes de violences. Maintenant, comme Centre d'amitié autochtone, comme organisation autochtone, notre travail, c'est de mettre en place des solutions qui sont culturellement pertinentes, culturellement sécurisantes pour nos populations, pour les gens dans les villes, dans le cas du Centre d'amitié autochtone. Et ça passe vraiment par une approche très globale et holistique qui rejoint les besoins des enfants, qui rejoint les besoins en habitation, les besoins en éducation, les besoins en santé, les besoins en services sociaux, les besoins qui amènent les gens à cheminer positivement vers un mieux-être. En plus de travailler auprès des Autochtones, j'imagine qu'il faut faire de la sensibilisation auprès de la population québécoise. Oui, bien, c'est aussi un autre volet de la mission du Centre d'amitié autochtone, qui est de favoriser le rapprochement entre les peuples. D'ailleurs, cette semaine, nous tenons notre 22e semaine d'action contre le racisme. Donc, ça fait 22 ans qu'on tient des activités qui culminent avec une grande activité qui est une marche de solidarité entre les peuples, la marche Gabriel Commanda, qui va se tenir cette semaine, ce sera ce jeudi. Donc, jeudi après-midi. Ce qui est vraiment intéressant de cette marche, c'est qu'année après année, on arrive à mobiliser des centaines et des centaines, voire les grosses années, c'était entre 1000 et 1200 personnes. Les écoles, les jeunes très présents. Alors, donc, on s'attend à ce que cette année, après 2 ans de pandémie où on ne pouvait pas être en groupe, bien, cette année,
on s'attend à avoir quand même une belle grande marche de solidarité avec une belle participation. On sait qu'il y a des écoles aussi, des communautés autochtones voisines qui vont se déplacer pour l'activité, pour l'événement. Alors, ce sont des moments, des espaces de conversation, de dialogue sur un enjeu de société qui est le racisme et de prendre le temps d'en discuter. On sait qu'il y a eu des grands débats sur le racisme systémique, l'impact de la mort de Joyce Echaquan, cette femme qui est décédée dans un centre hospitalier à Joliette, où elle a été victime de racisme, puis elle est décédée en entendant des propos à son égard qui étaient extrêmement blessants et elle en est morte. Alors, je pense qu'on est dans ce type de contexte-là où on a des opportunités. Nous, c'est d'offrir des opportunités, de parler de ces enjeux de société, de parler de nos relations entre autochtones et non-autochtones et de le faire dans un contexte qui favorise l'ouverture et le dialogue, justement. On va espérer que cette semaine-là soit une réussite. Merci beaucoup, Mme Cloutier, d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Donc, maintenant qu'on a vu le beau projet qui est fait par le Centre d'amitié autochtone, on va voir comment le Centre résidentiel communautaire va faire de la réinsertion sociale avec le montant qui lui est octroyé. Donc, Madame Lessard, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un projet qui va être financé par le Secrétariat de la condition féminine du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, nous, on a fait, nous étant le Centre résidentiel communautaire de l'Abitibi-Témiscamingue, la maison de transition à Amos. Une maison de transition, ça accueille des personnes qui sont judiciarisées, qui sont en transition vers la maison, entre la détention et la maison. On a fait une demande de financement pour un projet qui s'appelle Les Voies de la guérison, sur une terre agroforestière qu'on a achetée, là, le CRC, il y a à peu près 2 ans. Ce projet-là, c'est vraiment dans un objectif d'offrir des services, d'offrir un lieu culturellement pertinent pour la clientèle autochtone du centre résidentiel. C'est quoi un lieu culturellement pertinent? Bien, en fait, c'est parce qu'on se rend compte avec toutes les années qu'au niveau de l'incarcération, au niveau de la libération sous condition, entre autres, ça c'est mon domaine, je vais parler de mon domaine, que les interventions qu'on faisait étaient très peu pertinentes pour la clientèle autochtone, qui ne tenaient pas compte des particularités culturelles, qui ne tenaient pas compte du passé des peuples autochtones. Et donc, de vouloir appliquer une recette unique à l'Octone sur une problématique de criminalité, mais une criminalité qui est commise par un peuple qui n'a pas la même culture, bien, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a, à travers les années, adapté. On a essayé d'adapter les pratiques, puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'adapter les pratiques, ça ne fonctionne pas non plus. On ne peut pas juste prendre un programme à l'Octone puis adapter. Puis, faut qu'on crée, en fait, ce qu'on s'est dit au CRC, puis on n'est pas les seuls, mais je vais parler de moi, c'est qu'il faut que, justement, on crée quelque chose pour les Autochtones qui tiennent compte vraiment de leur culture puis de leurs racines, de ce qui est significatif pour eux dans leur apprentissage puis dans leur parcours. Puis idéalement, on veut le faire par et pour les Autochtones. Là, présentement, c'est une ressource alloctone qui, on essaie de développer des projets, de développer des ressources pour les Autochtones, mais on veut s'adjoindre vraiment le peuple autochtone, soit Picogan ici à Amos, ou on a d'autres ressources, là, que ça fait 3 ans qu'on développe le projet Horizon à l'intérieur de la maison de transition, donc on veut vraiment que ça devienne par et pour les Autochtones, là, ce projet-là. Là, vous me parlez du projet Horizon, vous m'avez aussi parlé des voies de la guérison. Vous m'avez expliqué un peu avant l'entrevue c'était quoi, mais pouvez-vous réexpliquer pour les personnes qui n'ont pas entendu? Bien, en fait, c'est parce que la maison de transition comme telle, c'est un lieu d'hébergement. Ici à Amos, on a 30 places pour héberger des hommes judiciarisés. On a autant des Allochtones que des Autochtones. Par contre, on a développé dans les 3 dernières années, en fait, à travers plusieurs années, mais de façon beaucoup plus spécifique dans les 3 dernières années, le programme Horizon. Le programme Horizon, c'est vraiment, j'ai 2 ressources humaines à temps plein qui ne font que intervenir ou qui ne font que du développement pour les Autochtones à l'intérieur de la maison de transition. Et à l'intérieur du projet Horizon, on a fait l'acquisition d'une terre agroforestière, puis on a nommé cette bulle-là dans le projet Horizon, on l'a nommé Teb Webenaki,
qui veut dire terre d'accueil. Et c'est à travers cette terre-là, en fait, que là, on a déposé au secrétariat de la condition féminine un projet pour l'installation de tentes de prospecteurs, en tout cas de tout le projet comme tel, là, pour offrir des lieux de ressourcement pour les Autochtones de la maison de transition, mais on voudrait ultimement que ça soit partagé par l'ensemble de la communauté. Donc, puis peut-être, c'est un projet en construction, fait que ce que j'écrivais au secrétariat, c'est ce que j'aimerais, c'est peut-être éventuellement créer un organisme d'économie sociale, par exemple, qui pourrait faire la gestion de ce site-là. À partir des ressources autochtones, les ressources humaines qu'on a à la maison de transition. Ça donne une expérience de travail, une expérience de gestion, quelque chose de significatif, se rendre utile, occuper le territoire aussi. Ce projet-là, quand actuellement, il n'est pas très loin, la Terre n'est pas très loin de la maison de transition, mais c'est quand même une trentaine de kilomètres. On ne peut pas y aller à pied. Fait, c'est toujours du transport. Fait, quand on veut, exemple, faire du trapage l'hiver, l'idée générale avec les tentes de prospecteurs, ça serait de pouvoir peut-être y loger sur une plus longue période, permettre des permissions justement aux hommes qui sont en maison de transition, qui sont loin. Des fois, on a une population, pas des fois, de façon assez régulière, on a une population inuite dans la maison de transition. Ces personnes-là n'ont pas accès à des permissions de fin de semaine comme d'autres dans la maison qui, eux, exemple, leur famille est à Val-d'Or. Bon, une fois de temps en temps, ils peuvent se rendre à Val-d'Or puis aller passer la fin de semaine dans leur famille. Ça fait partie du processus de réinsertion sociale. C'est des choses qu'on permet dans un cadre bien précis avec une évaluation du risque. Mais c'est les personnes qui viennent de très loin, comme le Nunavik, ils n'ont pas accès à ce genre de permission-là. Fait que dans un cadre de surveillance, ils pourraient, en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est l'optique, ça serait dans cette optique-là qu'on veut développer le projet. Puis on veut partager les installations, exemple avec Miwashin ou avec Picogan. On avait des lettres d'appui pour le projet, dont la direction générale, Marie-Josée Croteau de Picogan, pour partager les installations, justement pour peut-être échanger aussi sur, c'est des gens de Picogan qui viennent faire des enseignements traditionnels. Nous, on arrive avec les résidents de la maison de transition, on fait un partage. Fait que c'est ça. C'est un projet sur 4 ans. Financement, en fait, sur 4 ans, parce que c'est un projet sur beaucoup plus d'années que 4 ans. Mais c'est un financement sur 4 ans pour ultimement avoir 4 tentes de prospecteurs. Mais c'est pas tant l'équipement qui est important comme ce qui va les activités, puis le calendrier qui va se greffer autour de ces tentes-là. Est-ce que, à part de la trappe, il va y avoir des activités culturelles, des choses comme ça? Ben oui, en fait, on en fait déjà. Sur la Terre, on en fait déjà des activités traditionnelles. On veut éventuellement construire un tipi. J'ai acheté dernièrement, le CRC a acheté un container justement aménagé pour pouvoir se déposer quand on arrive, avoir du matériel qu'on peut laisser là-bas. On commence à se l'approprier, parce que ça fait quand même juste 2 ans qu'on a la Terre. Fait qu'on commence à se l'approprier. On fait déjà de la trappe. On en a fait cet hiver. On fait beaucoup de randonnées. On a fait des sacs de guérison aussi. On a fait un sweat. L'année passée, là, on avait construit un sweat loge. Il y a des aînés qui viennent, des gens des communautés qui viennent nous aider là, dans les enseignements, parce que c'est pas nous qui enseignons la culture autochtone aux Autochtones. Si on invite des Autochtones de la région ou d'ailleurs pour venir faire des enseignements. On prévoit, c'est ça, tout ce qui touche, puis on est en développement aussi à ce niveau-là. Fait que, Algonquin, Cri, Inuit, c'est toutes les 3 cultures majeures, en fait, là, qu'on reçoit à la maison de transition. De par la position géographique de la maison de transition. Là, on en a eu des Inuits, on en a des Atikamekw, mais j'en ai 1 ou 2 peut-être par année. Fait que la majeure, c'est vraiment Algonquin, Cri et Inuit. Fait que c'est à partir de ces cultures-là qu'on veut développer autour de ça. Il y a beaucoup d'artisanat qui se fait physiquement à la maison de transition. Ça aussi, il y a plein de projets autour de ça pour de l'exposition, pour de la valorisation de cet artisanat-là. Mais sur la Terre comme telle, avec le projet Les Voies des guérisons, c'est vrai, la voie des guérisons. Voyons, les voies de la guérison, c'est bon, c'est un peu compliqué. On veut mettre de l'avant tout ce qui pourrait... puis on veut consulter les hommes à la maison de transition, puis aussi les hommes qui sont en amont de ça, qui sont encore au pénitencier, pour voir quel genre d'activité, Puis c'est pas des activités récréatives, là, tu sais, faut pas que les gens pensent qu'on s'en va faire des activités. Oui, c'est du récréatif, dans le sens qu'on s'en va sur une terre, on s'en va marcher, on s'en va profiter de la nature,
mais ça reste des interventions qui sont cliniques, qui sont dans le cadre d'une réhabilitation sociale. Puis, ça vise la guérison de l'individu, la guérison du peuple comme tel, la réconciliation, la guérison du lien de confiance qui n'existe plus ou qui est très tenu, ou en tout cas qui se tisse tranquillement pas vite entre les Allochtones et les Autochtones. D'ailleurs, vous me mentionniez que lorsque vous essayez quelque chose qui est adapté plus aux Allochtones ou aux Québécois, par exemple, et que vous essayez de le transposer à la réalité autochtone, ça ne fonctionne pas? Bien, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner, mais c'est sûr que... Puis ce qu'on se rend compte avec Horizon dans les 3 dernières années, c'est que on pensait, à tort, mais bon, on le fait, puis on ne peut pas revenir en arrière, mais souvent, on a essayé de prendre des choses qu'on faisait à l'Automne, mettons un programme de prévention de la rechute, mettons. Puis là, on essayait de l'adapter. Puis là, on mettait, on adaptait pour le donner aux Autochtones. Puis bon, des bouts que ça fonctionne, des bouts que ça fonctionne pas. Ça dépend comment la personne autochtone adhère ou pas au système des Blancs. Est-ce que cette personne-là est très institutionnalisée ou pas? Est-ce que cette personne-là a fait confiance ou pas au système? Il y a un gros bris de confiance de la part des Autochtones, avec raison, mais par rapport au système. Fait que déjà là, il y a comme une barrière très, très importante qui est au-delà de la barrière de langue puis de la barrière de culture, qui est la barrière de la confiance par rapport au système des Blancs. Fait que l'adaptation, ça fonctionne pour certaines choses, mais pour d'autres, non. Puis ce que je disais que je trouvais intéressant à travers Horizon dans les 3 dernières années, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des interventions qu'on fait actuellement pour les Autochtones, qu'on a bâties pour les faire auprès des Autochtones, et on se rend compte que quand on les applique pour les Allochtones, ça fonctionne mieux que nos interventions allochtones qu'on faisait avant. Donc, ce qu'on pensait être le chemin de dire je vais prendre mes connaissances allochtones puis je vais les transposer pour les donner aux Autochtones, finalement, ce qui arrive à la maison de transition actuellement, c'est on fait des trucs avec les Autochtones puis finalement, on va les transposer aux Allochtones puis c'est ce chemin-là qui va fonctionner. Fait que la façon de guérir, la façon d'intervenir auprès des Autochtones va nous amener à modifier aussi nos interventions qu'on fait auprès des Autochtones ou des Allochtones qu'on a en maison de transition, qui sont des Blancs québécois. On a... on en a là, quelques différences, mais le profil typique, c'est vraiment l'homme blanc québécois qui est né au Québec, qui est né en Abitibi-Témiscamingue, qui a été incarcéré à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue, qui revient. Là, est-ce que vous avez un exemple concret d'un projet, par exemple, ou un programme qui a été transposé, qui a été créé pour les Autochtones et qui, transposé aux Allochtones, fonctionne bien? Bien, en fait, clairement, ne serait-ce que juste les activités de ressourcement. Quand on va sur la Terre, il y a des fois où est-ce que c'est que les Autochtones, il y a des fois où est-ce que c'est tous les hommes de la maison de transition qui y vont. La connexion à la Terre, le retour dans un environnement qui est plus paisible, en tout cas, qui a plus d'ouverture, qui a plus de liberté, qui n'est pas un cadre, qui n'est pas un bureau avec une chaise, où est-ce que, clairement, on est dans un milieu d'intervention. Ça fonctionne très bien aussi. On voit mais dans tout le cadre, dans toutes les activités qu'on fait avec les résidents, on fait plusieurs activités à l'extérieur de la maison de transition. Des fois, ça peut être de la pêche blanche, ça peut être aller au refuge Pajot, ça peut être une activité culturelle, ça peut être une activité sportive. L'objectif en arrière de ça, il y a plein d'objectifs en arrière de ça, mais c'est aussi de faire vivre des activités, des trucs normaux de la vie, de leur faire découvrir aussi des choses. Il y a des gars à la maison de transition qui n'ont jamais vu... qui sont jamais allés au parc Égobel, qui sont jamais... fait qu'il y a ce genre d'activités-là, les activités sportives, aussi les activités sociales, de faire une activité sociale qui est sans consommation, qui est sans... donc, de montrer qu'il y a un certain équilibre qu'on est capable d'atteindre. Il y a, à l'intérieur de la maison de transition, pour les Autochtones, dans le projet Horizon, on donne de l'art-thérapie avec un art-thérapeute.
On le sait que ce genre d'intervention-là, ça serait très profitable pour les Autochtones aussi. L'art-thérapie, c'est une façon d'entrer en contact avec la personne, avec les émotions, sans nécessairement être capable de mettre des mots sur ces émotions-là, sans nécessairement être dans un contexte thérapeutique où est-ce que je partage mon vécu et on me fait des reflets et je grandis. Donc, ça, on le sait que l'intervention auprès des hommes, en général, ce genre d'intervention-là, ça parle beaucoup, plus que justement une intervention bureau. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait ça pouvoir élargir, mais il y a des coûts associés à ça. Donc, c'est sûr que quand je le donne aux Autochtones présentement, c'est parce que j'ai un financement des Services correctionnels du Canada qui me permet d'offrir ce service-là là, à la clientèle autochtone. Mais on le réfléchit vraiment, on le réfléchissait d'une autre façon avant. Maintenant, je suis plus dans la réflexion inverse de comment je suis capable d'offrir ces services-là, mais à l'ensemble de ma clientèle pour que ça parle. Mais de toute façon, à la Maison de transition, il y a quand même ça fait plusieurs années, là, quand même un bon 10 ans, en santé bien-être des hommes, qu'il y a de plus en plus de recherches sur comment intervenir auprès des hommes, puis on essaie de se coller le plus possible à la recherche. Fait que, tu sais, des interventions bureau, où, on essaie d'en faire le moins possible parce que l'idée, c'est justement de s'adapter à la réalité des hommes puis à leur capacité d'être en relation d'aide, là. Est-ce que vous savez si, statistiquement, il y a moins de rechutes après être sorti de l'incarcération, pas de l'incarcération dans ce cas-ci, là, du centre résidentiel communautaire, mettons. Lorsqu'ils sortent, ils retournent chez eux, ils ont terminé leur processus. Est-ce qu'il y a plus de rechutes? J'ai pas de données récentes puis de données spécifiquement à l'Abitibi-Témiscamingue, mais de façon générale, puis à travers toutes les recherches qu'on connaît jusqu'à maintenant, puis il y a eu des recherches vraiment longitudinales là, sur des grandes périodes, sur des énormes cohortes. Ce qu'on connaît de la réhabilitation sociale, c'est que plus la personne est remise en liberté tôt dans la sentence d'incarcération, elle va être suivie dans la communauté. Donc, dans le sens que plus elle sort tôt, plus à la période dans laquelle elle va être accompagnée dans la communauté va être longue. Si je sors cette personne-là aux 2 tiers de sa sentence, il va lui rester le dernier tiers, où est-ce qu'elle va être accompagnée par un agent de libération conditionnelle ou une maison de transition. Si je la sors à son 6e, elle va faire une plus longue période accompagnée en communauté. Donc, ce qu'on connaît de la réhabilitation, c'est que plus la libération conditionnelle, on s'entend là, il y a des conditions, il y a de l'hébergement, il y a de l'accompagnement, il y a de la surveillance, plus cette personne-là est accompagnée longtemps en communauté, plus le risque de récidive est faible. Donc, moins la récidive est importante. Et les taux de récidive au Canada sont très bas. Dans le sens que les taux de récidive violente ou de façon générale, la récidive générale, qui est une récidive contre les biens, n'a jamais été aussi bas dans toute l'histoire du Canada. Mais on a une vision un peu différente à cause des médias. Puis, tu sais, encore ce matin, il y a des fusillades à Montréal. Fait qu'on a l'impression que le feu brûle un peu partout. Mais pour vrai, on a un taux de récidive très, très faible, là, en deçà de 3 % là, au niveau de la récidive violente au Canada. Donc, c'est sûr que, puis c'est ça. Fait que j'ai pas de données par rapport à la région, mais de façon générale, la réhabilitation, le succès de la réhabilitation, c'est la longueur de la période pendant laquelle cette personne-là va être accompagnée, encadrée en communauté. Bien, c'était super intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? En fait, j'aurais quelque chose à ajouter par rapport au titre du projet, tu sais, les voies de la guérison. En fait, c'est les voies VOIX, là. Mm-hmm. Mais tu sais, ça pourrait être les voies VOIES. Les voies VOIX, ça suggère plusieurs voies. Puis c'est ça, en fait. C'est la voix des Allochtones, la voix des Autochtones, la voix de la personne comme telle, la voix des peuples, la voix des ressources. Fait que c'est de donner une voix aussi. Ce projet-là, c'est vraiment d'offrir un territoire aux peuples autochtones qui sont dans nos ressources, qui sont dans la ressource, là, dans le CRC-ATNQ. Donc, de donner une voix aux hommes autochtones qui sont incarcérés en Abitibi-Témiscamingue, qui sont en libération sous condition chez nous, mais aussi à travers leur communauté ou les communautés qui sont ici en région. Donc, je veux que les peuples se rencontrent. Vraiment, ce projet-là, c'est la rencontre des peuples. Et pas juste des peuples autochtones, c'est la rencontre, c'est notre rencontre
entre les peuples autochtones de notre territoire ou d'ailleurs, parce qu'on a des gens du Nunavik, avec le territoire aussi. Merci beaucoup, Madame Lessard. Merci. On parlait de la cause autochtone, on va parler du Conseil de la Première Nation de Long Point qui veut une étude d'impact élargie pour Sayona Québec. Effectivement. En fait, ce qu'ils considèrent, c'est que les 3 projets miniers qui ont lieu par Sayona Québec devraient être considérés ensemble par le BAC, puisqu'ils sont tous les 3 reliés. Donc, pour le projet Authier Lithium à la Motte, North American Lithium à la Corne et Sayona Mining Transim Lithium sur le territoire non cédé de ce Conseil de Première Nation-là. En fait, justement, le projet aurait lieu à 10 km environ, donc c'est un territoire ancestral qui est précieux pour eux. Donc, ils voudraient pouvoir faire leur propre étude sur le sujet et ils voudraient que le BAP soit vraiment élargi aux 3 projets au lieu qu'il soit pris individuellement. C'est que les projets de Sayona Québec font extrêmement jaser et que la population s'était mobilisée aussi quand le projet du côté de Launay, pas Launay, pardon, La Motte, oui, avait été annoncé. Là, il y avait eu une quand même importante mobilisation de ce côté-là. On va parler du réseau Biblio maintenant qui vend ses Kamishibai. Est-ce que je l'ai bien dit? Tu l'as bien prononcé, oui. Qu'est-ce qu'un Kamishibai? Pour commencer, là, avant de présenter l'entrevue. Un Kamishibai, c'est une histoire qui se glisse dans une espèce de théâtre de bois et le spectateur va voir en avant l'image et le lecteur, lui, l'animateur, il va avoir accès au texte. Donc, c'est plus pratique au lieu de se contorsionner pour lire l'histoire. Ça coûte un petit peu plus cher, mais pour faire des animations, pour l'avoir fait personnellement, c'est beaucoup plus pratique. Et là, il y en a en vente. Oui, exactement. Donc, on va laisser Chloé Gingras expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, Chloé, tu es directrice générale au réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Exactement, oui. Oui. Et aujourd'hui, on se parlait parce que j'avais vu passer que vous vendiez vos Kamishibai, mais pour commencer, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi un Kamishibai? Oui, en fait, un kamishibai, ça signifie théâtre de papier. C'est en fait une technique d'inspiration japonaise. Puis, je peux vous montrer un petit exemple ici. C'est un ensemble de planches cartonnées qu'on insère dans un butail, qui est un théâtre de papier. En fait, un théâtre de bois que vous voyez à l'arrière de moi. Puis, ça permet de mettre en scène l'histoire. Les spectateurs voient l'illustration alors que le narrateur a accès au titre, au texte en arrière avec l'image en référence. Et pourquoi vous vendez vos Kamishibai? Je sais que vous faisiez de la vente de Kamishibai auparavant, mais là, vous vous débarrassez de pas mal tout votre stock, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. On fait une vente finale avec 50 % de rabais de l'ensemble de nos histoires Kamishibai en inventaire pour se concentrer sur l'offre disponible pour nos bibliothèques affiliées et le catalogue d'outils d'animation, mais on ne se chargera plus de la vente à l'externe. Ça va être disponible directement via les maisons d'édition qui produisent des histoires Kamishibai. Donc, les bibliothèques, est-ce qu'elles vont continuer à avoir des nouvelles histoires Kamishibai ou ça va juste être ce que vous avez en ce moment? Non, c'est prévu. Oui, on a notre catalogue actuel qui est disponible en dépôt pour les bibliothèques affiliées et aussi sur demande, sur réservation. Mais on va aussi continuer d'avoir un éventail de nouveautés chaque année qui va agrémenter notre catalogue. Mais on fait juste délaisser la partie vente au grand public. Et c'est quoi l'intérêt d'un Kamishibai pour une bibliothèque? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à une histoire traditionnelle? Bien, c'est un outil qui permet une animation un peu plus intégrée, si on veut, là, parce que c'est fait expressément pour ça, pour être en mode présentation. Le matériel est très adapté. L'image, on n'est pas en train de devoir tenir un livre sur le côté avec le texte et l'image. On ne peut pas être en mesure de lire son texte. Le texte est très bien présenté en arrière du narrateur, donc c'est très, très adapté pour des présentations qui vont susciter l'intérêt des enfants. Est-ce que ça fonctionne bien? Les enfants aiment ça, les Kamishibai? Oui, bien, peut-être que tu pourrais toi-même témoigner parce que je sais que tu en as utilisé à plusieurs reprises dans une autre vie. Donc, oui, l'intérêt est là. Les produits sont super intéressants. Les histoires sont pour la plupart très emballantes au niveau visuel et au niveau contenu. C'est un produit qui a fait son chemin en Abitibi-Témiscamingue à travers les différentes organisations puis les bibliothèques. C'est un outil à ne pas négliger. En été, vous utilisez, vous avez un programme qui s'appelle les Trotteuses. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi?
Oui, chaque année au réseau Biblio, il y a un engagement de 1 à 4 étudiants et étudiantes estivales qui se promènent, d'où leur nom, les trotteuses, sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec pour animer soit des histoires Kamishibai ou d'autres types d'animation de la lecture. Donc, la trotteuse vient aussi de la mascotte, qui est un petit chien qui s'appelle Trotteuse et qui se promène sur le territoire pour faire découvrir le plaisir de la lecture à tous les publics, que ce soit les enfants, les adolescents et même les adultes dans certains cas. Dans le fond, c'est une subvention qui vient du gouvernement du Québec? Oui, du gouvernement du Canada, Emploi Été Canada. Donc, on postule année après année, puis on est reçu positivement avec ce projet-là qui nous permet de fréquenter le territoire qui est pas petit, surtout avec 2 territoires. Donc, c'est vraiment un bel outil qui nous permet de présenter tout notre arsenal d'outils d'animation disponibles au réseau Biblio, puis de rencontrer le public aussi. Est-ce que ça a été plus difficile avec la pandémie? Est-ce que les projets ont quand même eu lieu? Oui, on a dû s'ajuster, en effet, depuis les 2 derniers étés sur le contenu. Le premier été, ça a été vraiment une adaptation qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu du tout se promener sur le territoire, mais l'année dernière, 2 étudiantes se sont promenées pour offrir des activités en mode adaptation avec les mesures sanitaires qui avaient cours à ce moment-là, mais ça a pu être possible l'été dernier. Est-ce que vous avez rejoint autant d'enfants que d'habitude ou le public était peut-être moins nombreux à cause des mesures? Non, les statistiques sont presque équivalentes au niveau du nombre d'enfants atteints et puis d'endroits visités. Non, quand l'offre revient, l'engouement se dessine. Il faut juste que l'offre puisse avoir cours. Là. Est-ce qu'il y a de nouveaux projets qui s'en viennent pour le réseau Biblio? Ben oui, en parlant des outils d'animation, je peux peut-être glisser que le site web du réseau Biblio est en grande refonte pour permettre de s'actualiser au niveau de notre image de marque, mais aussi pour permettre l'intégration de plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vont être super pertinentes pour les usagers, dont un véritable catalogue de nos outils d'animation avec des réservations dynamiques directement sur le site web pour obtenir une histoire Kamishibai, un tapis Imagine, un casque Oculus, l'ensemble de nos outils. Et il y a des fonctionnalités aussi intéressantes qui vont s'ajouter pour les activités qui vont être disponibles dans la bibliothèque, c'est-à-dire que les inscriptions vont pouvoir avoir lieu directement sur le site web, que ce soit pour une activité qui aurait lieu à Bellecombe, à Béarn, à Lavergne-le-Cher ou offerte par le réseau Biblio. Là, tu m'as parlé d'un tapis Imagine. Il va falloir que tu nous expliques c'est quoi. Oui, mais le tapis Imagine, je n'ai pas avec moi parce que c'est gigantesque, mais le tapis Imagine, c'est un autre de nos outils distinctifs au réseau Biblio, un outil d'animation super intéressant. C'est littéralement un énorme tapis fait en tissu qui représente une thématique. Nous, on en a 4 actuellement au réseau Biblio, mais si je prends la chambre à coucher, par exemple, qui est une de nos thématiques, ben, c'est un énorme tapis fait à la main par une couturière et sur lequel on retrouve plein de petits éléments dynamiques là, qui se rattachent au thème. Et les enfants assistent à l'heure du conte sur le tapis. Donc, c'est comme s'il y avait une immersion avec le thème et l'histoire. Donc, c'est super intéressant pour créer un effet bulle autour de son heure du conte. Et les animations, dans le fond, elles ont lieu où exactement? Est-ce qu'il y en a dans chacune des bibliothèques desservies par le réseau Biblio? Oui, bien, ça appartient à chacune des bibliothèques là, d'offrir des activités d'animation. Nous, au réseau Biblio, on fournit les outils clés en main. Donc, les bibliothèques sont en mesure de lever la main pour réserver des outils si elles veulent tenir une activité dans leur lieu. Puis, il y a celles qu'on offre, comme on l'a mentionné tantôt, là, pendant la saison estivale avec nos étudiants, étudiantes, animateurs, animatrices. Mais pour le reste, ça vient des milieux respectifs, les offres. Est-ce que vous avez des bibliothèques dans la MRC Abitibi? Parce que nous, Médiaté, on couvre vraiment plus la MRC de l'Abitibi. Oui, tout à fait. Oui, plusieurs de nos bibliothèques Barrault, pour en nommer qu'une seule, ou autre. Il y a la bibliothèque municipale d'Amos qui est sur votre territoire, là, qui est autonome dans notre jargon, mais pour le reste, lorsqu'il y a une bibliothèque dans des municipalités de moins de 5 000 habitants sur le territoire de l'Abitibi, il y a affiliation avec le réseau Biblio. Parfait. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir été là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, mais je te remercie beaucoup pour cette occasion-là. Puis j'invite les gens, en fait, à nous contacter pour recevoir le bon de commande puis voir le catalogue des histoires Kamishibai parce que 30 $ pour cet outil d'animation à moitié prix, ça vaut le détour vers le bon de commande pour se griller en bon français d'outils d'animation. Merci beaucoup. Passe une belle journée.
Merci à toi. Bye-bye. Du côté de Rouyn-Noranda, il y a eu effondrement d'une partie de bâtiment dans les heures du début de journée de vendredi. C'est pas trop clair à quelle heure c'est survenu. Il y a des témoins qui nous ont dit avoir vu la portion de bâtiment de la rue Perrault-Ouest qui était au sol ce matin en passant. Puis après ça, les services d'urgence ont été déployés dans le secteur, s'assurer qu'il n'y avait pas personne à l'intérieur. C'est ce qui semble être un patio. C'est un ancien spa à cet endroit-là. Donc, il y avait un patio qui s'est effondré, qui a amené la devanture du bâtiment avec lui. Et là, la raison, ce qui était la cause probable, c'est la neige. Et on pouvait voir sur certaines images dans les dernières heures l'épaisseur de la neige qu'il y avait sur ce patio-là. Donc, ça nous rappelle de déneiger nos toitures, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a beaucoup d'accumulation d'eau et de neige avec ce qu'on a eu comme cocktail météo dans les dernières heures. Si vous n'êtes pas assez en forme ou vous n'êtes pas capable de le faire de façon sécuritaire, on vous invite à faire affaire avec des professionnels, évidemment. Faire attention à soi. Mais soyez extrêmement prudent avec la neige qui s'est accumulée. Et on n'a pas fini d'en avoir. Il risque d'en avoir encore. Effectivement, on est en Abitibi-Témiscamingue. Faut pas l'oublier, il y a déjà eu de la neige le 24 juin. Je vais terminer sur une petite nouvelle légère. Oui. Il y a eu de la visite du côté de Sainte-Terre et de Val-d'Or cette semaine. C'est drôle parce que ça a tombé exactement dans la même semaine. Des orignaux en visite dans des secteurs plutôt urbains. Effectivement, Christian nous en parlait justement hier. On a reçu des photos de personnes qui ont observé des orignaux, entre autres à Sainte-Terre. Et Christian nous envoyait des photos d'archives. Oui. Dans le secteur de Sainte-Terre, entre autres. Il y a une famille qui aurait eu une espèce d'orignal domestique dont il se servait comme un cheval de trait. C'était assez drôle à voir. On dirait que ça demeurait de la légende urbaine, parce qu'on a entendu ça à plusieurs endroits en Abitibi-Témiscamingue, le fameux orignal de travail. Mais là, ces photos-là, vous regarderez, là, on va vous les mettre à l'écran. C'est ce que Christian nous a envoyé. La petite nouvelle cocasse de cette fin de bulletin, mais on vous rappelle d'être prudent auprès des animaux qui se ramassent parfois en zone urbaine, disons. Effectivement, ils peuvent avoir peur, ils peuvent attaquer. Donc, c'est important de rester éloigné. Et si vous observez un animal, vous pouvez appeler les agents de la faune pour qu'ils puissent s'occuper sécuritairement de l'animal. Exactement. Donc, en terminant, je vous rappelle, si jamais vous nous envoyez vos photos sur la page Facebook de Médiaté ou encore aux nouvelles avec un s@mediaté.ca de votre bonhomme de neige, on va faire tirer des trucs Médiaté. Parce que oui, il y a de la neige, un bonhomme dehors. Profitons-en. Il y a un petit peu d'eau aussi. Dépendamment du secteur dans lequel vous êtes, là, c'est un petit peu mouillé, un petit peu collant, mais c'est le fun de faire des bonhommes de neige. Je pense que je vais aller en faire après l'émission. Tu nous enverras la photo. Là-dessus, Lydia, techniquement, je te laisse avec Christian la semaine prochaine. On va l'espérer. Je fais bien dire techniquement. Sinon, ben, on retrouve les auditeurs la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine.